La poche gastrique, c'est une idée de chirurgien bariatrique passionné dans le but de rejoindre plus de patients et de professionnels de la santé, tout en sensibilisant la population. L'obésité est une maladie chronique complexe, répandue, dont les patients font l'objet de préjugés et de stigmas contribuant à la morbidité et la mortalité qui sont associés. Il faut donc offrir des traitements fondés sur la science de la gestion des maladies chroniques, au-delà du simplisme, manger moins et bouger plus. Alors, comme tu sais, Alex, nos capsules vont couvrir la thérapie nutritionnelle médicale, l'activité physique, les approches psychothérapeutiques, la pharmacothérapie et bien entendu la chirurgie. Je remercie le support d'Ethicon pour la production, ce qui nous permet de réaliser ce balado bénévolement. Je veux en profiter aussi pour remercier le support de notre Association canadienne de médecins et de chirurgiens bariatriques. Salut Alex! Salut Pierre, ça va? Ah ben ouais, pour une fois qu'on est capable de faire des enregistrements là, back-to-back, pas attendre des semaines, même des mois. Hey, c'est le 10e, on finit la saison 1. Là. C'est le 10e? C'est vrai, tu n'avais pas pensé à ça. Voilà. All right. Puis, est-ce qu'on annonce la bonne nouvelle? Ben ouais, officiellement, on va continuer. Hey, cool. On va continuer pour 10 autres épisodes, une saison 2, puis après, on verra. Mais officiellement, on s'en va, puis on va faire une saison 2. Ouais. Parfait, ça, excellent. Écoutez, les sujets, on a encore des idées, hein, finalement. Il y a encore toujours de quoi à discuter. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, qu'on va peut-être vouloir travailler. Tu sais, on s'était dit, à un moment donné, on ferait peut-être un recap de certains... Ouais. Tu sais, prendre comme une espèce de pot pourri des émissions ou des questions qui reviennent. On va s'arranger pour le... On va le relancer dans saison 2. On va le relancer dans saison numéro 2. Parce que souvent, les gens, tu sais, ils viennent au bureau puis ils posent des questions un peu mélangées. C'est normal, c'est pas juste linéaire. Là, excellent. Écoute, moi, je suis très content parce que finalement, notre podcast numéro 9, on avait un invité de marque et il a accepté de rester encore un peu avec nous parce que nécessairement, dans l'épisode numéro 9, on a surtout adressé la problématique préopératoire. Mais nous, on est des chirurgiens. Fait que le post-opératoire prend beaucoup de place parce qu'en pré-op, en général, Alex, on voit les patients comme chirurgien une fois, des fois deux, mais ça se limite à ça. Alors qu'en post-opératoire, ça peut être un suivi qui est à vie. Ouais. Fait que, Sylvain, bienvenue encore une fois. Merci encore une fois. Puis, merci d'accepter de consacrer une soirée et aussi quand même un bon déplacement. On ne peut pas faire un épisode psychologie-psychiatrie en 40 minutes. Là. Il fallait qu'on sépare avec la nutrition, puis on va sûrement avoir en reparler dans le futur. Là. C'est ça. Puis on couvre vraiment pas tous les sujets, on s'entend là-dessus. Mais il fallait qu'on fasse au moins une heure et demie de discussion. Puis comme j'avais dit à Sylvain, pourquoi qu'on l'a séparé en pré-op, post-op? Ben, c'est parce que c'est un peu notre mode de fonctionnement. OK? Parce que c'est encore en mode chirurgical, on va dire ça comme ça, dans le fonctionnement hospitalier. Puis il y a une phase pré-op, tu as l'équipe pré-op, puis après ça, tu as le côté post-op. Fait qu'à partir de là, Alex, on part avec quoi avec le post-op, toi? C'est quoi tes problèmes que tu vois le plus souvent? Ben, en fait, bon, il va-tu direct? Oui, il va direct. OK. Comment est-ce que tu abordes les problématiques de satisfaction par rapport aux résultats de la chirurgie bariatrique? On y va fort, moi. On y va fort. Go. Écoute, je vais te faire une petite pirouette. Je l'aborde en parlant avant. Ouais, vas-y. Non, mais en parlant avant l'opération, en fait, c'est souvent un des enjeux. Hein. Les patients, ils ont des chiffres symboliques en tête, ils ont des histoires pondérales en tête. Et très souvent, on n'est pas forcément aligné sur leur objectif, mais on le savait d'emblée. Donc, vraiment, c'est une question. Moi, je demande un peu avant, là, c'est quoi le poids que vous visez après? Puis, la question que j'adore poser à mes patients, c'est quand est-ce que vous avez fait ce poids-là la dernière fois dans votre vie? C'est vraiment enrichissant, là, parfois, de se rendre compte, c'était à 18 ans, ma robe de mariée, ok, mais là, vous en avez 50, vous allez bénéficier d'une chirurgie bariatrique, votre vie va changer, est-ce que c'est vraiment le même poids? Puis quand on arrive après la chirurgie, ils disent, ouais, mais j'ai pas atteint ce poids-là. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie entre? Est-ce qu'aujourd'hui, ce résultat fonctionnel, est-ce que le résultat est fonctionnel, en fait, au-delà du chiffre sur la balance? Donc, on a besoin de conserver l'indicateur poids, parce que les patients s'y rattachent, parce que beaucoup de nos guidelines sont faits aussi sur les IMC, etc. Mais je pense que de remettre la question sur qu'est-ce que ça a changé, cette chirurgie, qu'est-ce que ça vous a apporté, où on en est réellement, ça va aider aussi à contourner un petit peu ce chiffre. Après, des patients déçus, il y en a toujours. Il faut leur rappeler aussi qu'il y a des aléas thérapeutiques. Puis je pense que ça aussi, c'est important de le nommer avant. C'est pas parce que en moyenne, une chirurgie fait perdre 20, 25, 30% de poids, et plus que pour cette personne-là, elle va faire la même chose. Et puis ça, c'est la même chose pour les analogues du GLP-1, la semaglutide. Pareil, c'est pas parce qu'on a un chiffre moyen que c'est la réalité de l'individu. Donc, ça va aussi remettre en contexte. Puis à l'inverse, moi, j'ai des histoires assez drôles en clinique, à l'inverse, où des patients qui ont perdu 5% de leur poids, puis j'en ai une en tête comme ça. Écoute, l'équipe était paniquée en me disant, on n'a rien perdu de sa chirurgie, on a loupé le truc, on est mauvais, faut que tu la voies. J'arrive, je commence à discuter avec la patiente, je dis, qu'est-ce qui
met en difficulté Mhm. dans cette perte de poids, elle dit, mais moi, je suis très heureuse. Ah ouais. Oh. Et là, il y a quand même des décalage. Tu sais, parfois, c'est ça, il faut faire attention aussi de ne pas projeter quelque part son insatisfaction sur ce que le patient aussi attendait. Est-ce que le patient qui vient nous voir en post-opératoire, qui avait un objectif de poids, là, vraiment, là, je dirais pas le mot irréaliste, mais Ouais. est-ce que pour toi, ça signifie quelque chose ou bien on fait juste essayer de rassurer la patiente puis le ramener dans les chiffres ou c'est quelque chose qu'il faudrait allumer? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, puis je vois exactement. Parce qu'on connaît, tu connais, vu que tu es impliqué là-dedans, tu sais à peu près où mène. Tu Ouais. parlais de ce que tu disais tantôt, c'est que nous, la manière qu'on parle avec nos patients maintenant, on parle beaucoup en perte de poids par rapport au poids total Total, de oui, départ. De départ, OK? Quand on parle d'un 20 dans la sleeve, bypass 25, 30 dans la dérivation bilio-pancréatique. Et là, quand on voit nos patients, ben, on essaie de rester dans ces chiffres-là pour leur dire non, non, madame ou monsieur, vous devriez vous attendre à avoir un résultat satisfaisant à tel poids. Mais là, tu as le patient qui est Ouais. non, moi, doc, c'est pas ça que je veux. Déjà, de passer de l'excess weight au total weight, là Ouais. c'est comme une bonne chose qu'on a eue. Là, Ouais, ouais. écoute, oui, quand le patient a des attentes irréalistes, je pense que ça doit nous alerter un petit peu. Parfois, c'est simplement de la méconnaissance OK. de ce qu'on peut attendre d'une chirurgie, parce qu'on a beau donner des livrets, donner plein d'infos, mais parfois, il faut quand même prendre le temps de la réexpliquer. Donc, parfois, c'est juste une méconnaissance, puis le patient va entendre que non, l'objectif moyen qu'on peut attendre, c'est pas celui-là. Puis parfois, tu as des patients qui sont comme, oui, mais moi, c'est ça que je veux, puis je vais tout faire pour avoir ça. Et très souvent, on a une souffrance, beaucoup de stigmatisation, parfois beaucoup de violence dont on parlait, là, qui peut être antérieure sur ces chiffres-là. Donc moi, je cherche vraiment à comprendre pourquoi ce chiffre-là. Ouais. Tu sais, puis ce qu'on va aussi beaucoup trouver, c'est, oui, mais une fois, j'ai fait un régime, une diète keto, et puis j'ai été là, et là, j'étais bien. Tu sais. Alors moi, ce que j'évoque souvent avec eux, et puis je me méfie beaucoup de ces pertes de poids très rapides, parce que, comme je le disais dans l'épisode précédent, moi, j'ai beaucoup fait de troubles du comportement alimentaire, puis on voit la même chose avec l'anorexie mentale. Des pertes de poids ultra rapides va comme induire une mise en cétose permanente, un sentiment aussi d'euphorie sur la perte de poids rapide qui va te donner une illusion de toute puissance dans ces périodes de Puis ils perte se de sentent poids. bien. Puis c'est au-delà de ça, c'est pas juste bien, c'est comme vraiment, je suis extrêmement fort, j'ai réussi là où j'avais jamais réussi. Puis il y a comme, je pense, un truc neurologique qui se passe, biologique, là, où il y a vraiment de l'illusion de toute puissance qui se met en place. Donc les patients veulent retrouver cet état-là. Alors que cet état-là, en fait, antérieur, était probablement pathologique. Aussi, parce que on était dans quelque chose de beaucoup trop restrictif, beaucoup menaçant pour le corps. Donc je leur explique souvent aussi que dans le jeûne, là, dans ces régimes un peu intenses, oui, on a un sentiment de toute puissance qui peut arriver, mais que ça, en fait, c'est un mécanisme d'alerte de notre cerveau, là, parce que quand on jeûne trop, en fait, il faut avoir encore plus d'énergie pour aller chercher la dernière nourriture disponible. C'est comme un héritage. C'est de la survie. C'est de la survie. C'est la survie. Donc ça, c'est pas bon signe, en fait. Ouais. Quand tu es trop dénutri et que tu as tout plein d'énergie, là, c'est pas bon signe. D'ailleurs, c'est un peu le... En fait, c'est le calme avant le crash. C'est ça. Donc, je leur dis, attention, ce que vous avez vécu à ce moment-là, c'est peut-être pas aussi bon. Donc, souvent, on travaille ça. Mais quand la question du chiffre devient obsessionnelle, là, moi, ça m'alerte beaucoup. Là, c'est ça. Donc, ça devient, comme tu viens de dire, une obsession. Okay. Intéressant, parce que moi, je vois comme vraiment les deux types de patients. Évidemment, la grande majorité des patients sont très contents avec un spectre complètement différent de perte de poids, évidemment, parce que c'est juste des moyennes qu'on donne, mais il y a des patients qui suffit d'expliquer un petit peu c'est quoi les attentes. Je trouvais que c'est une bonne question pour commencer, même si c'était comme ça, parce que je me dis ça fait le lien entre le pré et le post. Parce qu'il faut commencer à s'occuper des attentes en amont, là, donc pas juste après la chirurgie, mais juste de remettre les choses en place, souvent ça fait... Ou des fois, c'est que tu es 3 mois post-op, tu sais. Ça fait juste 3 mois, tu sais. Donc, moi, je pense qu'il faut remettre un petit peu les attentes en place pour voir un petit peu où les patients vont aller. Puis après ça, je ne sais pas comment toi t'expliques ça en amont pour le après, là, en ce moment, mais en post-opératoire, le patient est opéré. Moi, je leur dis avant, ça va être difficile. C'est pas la solution facile au point de vue psychologique de subir la chirurgie bariatrique. Puis bon, moi, je trouvais qu'il y avait des liens à faire avec l'épisode de Christian là, qui parlait de changement d'image corporelle, de plus se reconnaître et tout ça. Je ne sais pas si tu vas aborder, je pense que moi, c'est sûr qu'on va aller là. On a comme plein de sujets à aborder. On peut attaquer celui-là. On peut attaquer les troubles alimentaires aussi post-chirurgie, mais attaquons par l'image corporelle. Parce que moi, elle m'intéresse, celle-là. L'image corporelle? Ouais. C'est vraiment intéressant aussi de comprendre de quoi on parle quand on parle d'image corporelle. Parce que ça aussi, c'est un peu des termes génériques derrière quoi on met un peu tout et n'importe quoi. Il faut comprendre que la façon dont on représente notre corps dans notre cerveau, c'est un phénomène assez complexe, en fait. On va commencer probablement par encoder, puis c'est discuté, mais ce qu'on appelle le schéma corporel, c'est-à-dire comment, quelque part, notre perception, nos fameuses articulations, tout ça vont envoyer de l'influx à notre cerveau pour dire, voilà, ton corps, ça ressemble à ça, et il se positionne comme ça dans l'espace. Donc ça, c'est le schéma corporel, c'est un espèce d'ancrage neurobiologique de notre silhouette, de notre corps. Et on sait, c'est ce qu'on appelle l'homoculus de Penfield, là, on peut faire des reconstitutions de à quoi ça représente, à
à quoi ça ressemble sur notre cortex sensorimoteur. Et ça, quand on refait ça, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup les mains qui vont occuper de la place, beaucoup les lèvres, toutes les zones sensibles du corps. Les cuisses, le ventre, en fait, sont des toutes petites zones sur l'homunculus de Penfield. C'est-à-dire que c'est des zones qui sont peu à même d'envoyer de l'influx nerveux sur ces changements-là. Donc, on comprend d'emblée qu'après une chirurgie bariatrique, les zones qui vont être les zones de perte de poids les plus importantes sont les zones qui sont le moins encodées dans le schéma corporel. Donc, l'actualisation de la représentation du corps sur le cerveau même, en fait, elle n'est pas immédiate, elle n'est pas simple. On le sait, hein, pourquoi à 60 ans, on a toujours l'impression d'en avoir 40 ou à 40-20. Là, moi, j'ai toujours l'impression que je vais aller faire des rondas, des splits, là. Mais pas du tout. Parce que ça met du temps à s'actualiser. Donc, ça, après la chirurgie, la perte de poids va tellement rapidement que probablement que cette actualisation, à nouveau sensorimotrice, biologique, ne peut pas se faire, ou n'a pas le temps de se faire. Donc, j'allais dire, chez tout le monde, il y a un décalage. Et puis, on le sait, les patients nous le disent. Là, je continue à aller chercher du double XL, alors que je rentre dans du M maintenant, etc. Donc, ça, c'est comme un phénomène un peu habituel. Puis ça va se réactualiser dans le temps, ça va se remettre en place. Puis là, on peut aller beaucoup plus éprouver son corps, faire des massages, aller à la piscine, tout ce qui va aider un peu à justement remettre de l'influx, ça va aider. C'est se reconnecter avec c'est ça, aller faire de l'entrée dans le système. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil qu'on peut donner. Puis après, à un moment donné, ce schéma corporel, on comprend que c'est très moteur, comme je vous disais, mais il faut comme l'interpréter, il faut y mettre du sens. Puis ça, c'est l'image corporelle. Qu'est-ce que moi, je perçois quand je regarde dans le miroir? Comment j'interprète ce schéma corporel? C'est là où on peut avoir des distorsions extrêmement importantes. Et on va, chez les patients qui ont du mal en post-chirurgie, ce qu'on observe beaucoup, c'est qu'il y en avait avant. Donc, il y en avait avant. Des distorsions justement de l'image corporelle. C'est-à-dire que cette image corporelle, cette représentation du corps a été déjà un peu altérée avant. C'est-à-dire une mauvaise perception de son corps, une mauvaise perception de ce à quoi on ressemble, ce à quoi on ressemble, on va s'arrêter là, a du mal aussi, de facto, à se mettre à jour après la chirurgie bariatrique. Puis en plus de ça, quand on a après créé une image de soi, parce qu'on comprend que là, on passe encore à une autre étape, l'image corporelle, comment je représente mon corps, l'image de soi, comment je me représente moi. C'est-à-dire mon corps dans l'interaction avec le monde, mes pensées, mes valeurs, etc. Donc, vous voyez, c'est comme une série de couches qu'on empile. Des choses qui s'imbriquent. Et donc, cette image de soi, après la chirurgie, elle va être extrêmement malmenée. Donc, à nouveau, j'explique autant en détail parce que c'est important d'essayer de comprendre d'où vient l'atteinte, si on veut, pour arriver à apporter la bonne solution. Si c'est du schéma corporel, on ne va pas y répondre avec une question sur les valeurs ou l'image de soi. On est comme décalé. Et donc, l'image de soi, ça change énormément après une chirurgie bariatrique. Et je vais me permettre d'être un petit peu caricatural, puis je ne voudrais pas avoir l'air stigmatisation, mais je vais l'être un petit peu quand même. C'est quand on a été la personne avec un excès de poids, le gros qui fait rire, quelque part, qui a toujours occupé de la place en jouant sur ça, etc. Mais d'un coup, on se retrouve après la chirurgie à être complètement effacé dans un monde qui ne nous reconnaît plus. Et là, arriver à se définir soi-même, pas évident. Ça devient très compliqué. À l'inverse, quand on était justement la personne un peu effacée, et à nouveau, je suis volontairement provoque dans mes mots, le gros tout mou, là, quelque part, quand on devient justement plus actif, parce qu'on reprend justement possession de son corps, on réagit dans le monde, etc., l'entourage va parfois mal réagir avec ça. Redéfinir son soi devient compliqué. J'ai pris volontairement à des images caricaturales, puis j'espère que les auditeurs me pardonneront là, d'employer des mots comme ça, mais l'idée, c'est de faire comprendre les messages un peu. Donc, redéfinir qui on est quand ce rapport à l'autre au monde change, ça peut être une source de difficulté. Comment, ça on l'entend souvent, mais moi, il y a un élément supplémentaire que j'entends, je le remarque plus souvent maintenant, je ne sais pas pour quelle raison, c'est que là, tu parlais de l'image corporelle, c'est le propre patient, c'est son image corporelle, mais moi, ce que j'ai beaucoup comme remarque, c'est « Ouais, mais là, ma sœur, elle trouve que je suis rendue pas belle parce que j'ai trop maigri, j'ai trop aussi... » Puis comment qu'on le deal, si on est des chirurgiens, moi, je ne sais jamais quoi répondre dans le sens que, on reste, nous autres, très stigmatisés. Genre, écoutez, ça a bien fonctionné chez vous, la sleeve ou le bypass fonctionne bien. Au contraire, nous sommes satisfaits du résultat. Mais là, c'est même plus l'image, c'est un tiers ou une tierce personne qui vient essayer de déprogrammer le cerveau du patient. Comment on fait ça? J'ai comme une réponse à plusieurs niveaux. La première, c'est de dire aux patients, juste de leur dire de se mêler de leurs affaires, là, et puis qu'on ne devrait jamais faire de commentaires sur l'image corporelle de quelqu'un. De base, moi, je ne fais jamais de commentaires. En général. En général, dans la vie de tous les jours, quel que soit votre voisin ou quoi que ce soit, ne faites pas de commentaires sur son image corporelle. Ça n'a aucun intérêt, aucun sens, aucune pertinence. C'est inutile. Je ne parle pas de l'image corporelle de mes patients avant, après une chirurgie ou quoi que ce soit. Je leur dis jamais rien sur leur perte de poids. Ni je les complimente, ni je vais invalider ou quoi que ce soit. S'ils m'en parlent, je vais valider ce qu'ils me disent, mais jamais je me permets de dire « Hey, c'est bien, vous avez perdu du poids ». C'est comme genre... Aucun intérêt cette phrase-là. Pour moi, mais je suis psychiatre. Je suis pas chirurgien à vouloir évaluer le poids. Je dis pas que vous pouvez pas le faire, mais
attention, peut-être de vraiment poser la question, est-ce que c'est utile de le nommer à un moment donné? Je ne vais pas le bloquer, mais tu continueras après. J'espère que tu ne te bloquerai pas, mais c'est pour ça que moi, tu me dis ce que tu fais, toi, Alex. Moi, ma réponse est très dans une boîte par rapport aux résultats attendus et où elle est rendue. Donc, pour moi, tout va bien. Dans le sens que je reste dans le domaine du... On avait prévu faire un bypass, on s'attendait à 25 de total body weight loss. On est à 27 très beau résultat. Vous êtes à 30 c'est un bon résultat. Oui, mais s'il reprend du poids, après, il va dire que c'était un échec, alors peut-être que la reprise Oui, non, mais c'est ça, mais c'est ça, c'est il y a tellement d'affaires qui... faut pas que tu... Non. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est, vraiment, la première chose, c'est que moi, je me permets pas de le faire, et donc je dis aux patients qu'ils ont le droit, en fait, aussi de nommer que la personne en face n'a absolument aucune raison de le faire. Quand c'est ta sœur, là, qui fait un commentaire, tu as le droit de lui dire, mais écoute, en fait, pas tes affaires. Ça m'appartient. Mais ça, c'est l'affirmation de soi. Donc, on a parlé de l'image corporelle, l'image de soi, et après, l'étape d'après, c'est l'affirmation et la confiance en soi, qui sont comment j'agis dans le monde. Donc ça, c'est les étapes d'après. Donc, ça peut se remobiliser après une chirurgie. Mais la confiance en soi, moi, c'est un de mes stigmates à moi. J'ai souvent trouvé que beaucoup de patients en surpoids, que c'est un élément qui leur manque. Mais oui. Donc c'est ça. Et ça s'apparaît pas comme ça d'un coup après la chirurgie. C'est pas parce que tu as perdu du poids que ta confiance en soi regagne. Alors que justement, probablement que le monde autour de toi s'attend à ce que tu aies confiance en toi. Parce que justement, c'est un préjugé normopondéralité. Là. Donc ça, c'est comme des choses qui se travaillent aussi souvent. Donc quand on parlait justement des gens qui souffrent de leur image corporelle, de leur image de soi, peut-être que c'est plus des problèmes d'affirmation de soi et de confiance en soi. Mais là, on s'est un petit peu égaré, juste pour finir de répondre à ta question sur quoi dire à sa sœur. Et à son personne, ou à son mari. Ou à son mari, ou à n'importe qui. On a pris la sœur, c'est bien, c'est plus neutre. Parce qu'on pourra parler du mari et de l'enjeu conjugal. Mais, donc la première, c'est... on en a beaucoup. La première, donc, c'est de dire, apprends à dire qu'en fait, c'est pas les affaires. La deuxième, c'est, et ça, c'est la question du psychiatre, c'est qu'est-ce que ça te fait vivre en toi quand ils te disent ça? Pourquoi ça te déclenche autant? Qu'est-ce que ça vient dire de toi quand tu reçois ça? Et là, c'est hyper intéressant parce que souvent, la réponse qu'on a, elle est très différente de ce à quoi on s'attend. Puis là, c'est vraiment, on rentre plus dans l'aspect intime et psychothérapeutique. Mais très souvent, en fait, on va avoir, mais ça me fait vivre ce que ma mère me disait quand j'étais petit. Et puis là, on va se rendre compte que ce qui a énervé dans cette remarque, c'est pas tant la remarque en tant que telle, mais c'est ce qu'elle a réactivé. Donc, ça, c'est comme la deuxième réponse qui est plus un peu psychothérapeutique. Et puis, l'autre réponse, c'est mais finalement, qu'est-ce que ça vient jouer dans le système familial? Et puis je te disais, puis ça va me permettre de rebondir sur le couple. Cette sœur, ce frère, ce conjoint, qui sent comme dans une difficulté, mais peut-être aussi que c'est quelque chose qui joue de son côté à lui ou à elle. Et puis, on le sait, la perte de poids dans une histoire de couple, ça peut devenir un élément de difficulté là où c'était attendu comme un élément de réparation. Je vais expliquer ça un petit peu plus là. Et puis, à nouveau, je vais me permettre... Comme c'est le deuxième épisode qu'on se connaît un petit peu plus, je vais me permettre d'être plus franc dans mon langage. Écoute, moi, ça m'est arrivé, et puis plus en France, au Québec, on est plus policé sur le langage, là, de dire à mes patients, l'abruti que vous avez épousé, il va rester abruti après la chirurgie. Mais vous allez plus le supporter. Et ça, on le sait, les personnes qui vivent avec un excès de poids vont se mettre en couple plus tôt, vont s'exposer à, et on parle beaucoup des femmes, là, vont s'exposer à plus de relations sexuelles à risque, à plus de violences intimes, etc. Parce que quelque part, il y a l'idée, je prends ce que je peux, puis je suis pas sûr d'avoir mieux, donc je vais me stabiliser, je vais me sécuriser dans une relation de couple, même si elle est délétère, toxique. Puis, à un moment donné, c'est aussi la seule stratégie qu'on trouve pour survivre. C'est pas il n'y a aucun jugement moral quand je dis ça. Mais après une chirurgie, quand justement tu te rends compte que tu as des valeurs, que le toi profond qui était un peu masqué, là, il réapparaît, et l'autre à côté, il n'a pas bougé. C'est-à-dire la remarque qui dit tu vas te bouger, me faire à manger, mais en fait, là, tu l'acceptes plus. Parce que tu as repris possession de ton monde, tu as regagné ta confiance en toi, ton affirmation. Et puis, ça se met à mal. Donc, il y a les grosses données de la cohorte SOS là, qui montrent il y a à peu près un tiers à 50% des patients qui vont se séparer après une chirurgie. Donc, c'est pas rien comme données. 50%? Entre 30 et 50%, là, en fonction des études. Mais ce qui est très intéressant, puis il ne faut jamais oublier de regarder les papiers jusqu'au bout, là, c'est qu'il y en a autant qui se remettent en couple, si ce n'est plus. C'est beaucoup de changements. C'est un changement. C'est un changement de partenaire ou des gens qui n'en avaient pas qui se mettent. Donc, tu sais, c'est pas que de la séparation. Mais ça demande qu'il y ait un peu les montagnes russes en post-opératoire. En tout cas, écoute, moi, j'ai déjà vu, j'oublierai jamais une patiente qui a eu une chirurgie que je connaissais depuis longtemps, je suivais. Puis, tu sais, la chirurgie de révision, finalement, la chirurgie de révision fonctionne très bien. Je perds la patiente de vue pendant X nombre de temps, elle revient. Tu sais, tu rouvres la porte, tu sais, une belle femme, tu sais, des yeux là, magnifiques. Là. Là, on s'entend que la chirurgie avait très bien fonctionné. Puis là, tu restes juste factif par rapport aux faits, où on est rendu où, le contrôle, les médications, tout ça. Puis là,
spontanément, là, elle aborde le sujet de ça va pas bien. Ça va Mhm. pas bien. C'est de son couple qui allait pas bien. Ouais. Parce que soudainement, son mari devenait jaloux. Parce qu'elle C'est- m'a dit spontanément, moi, elle avait 4 enfants. J'espère qu'elle est encore. Elle a 4 enfants. Puis elle disait, moi, avant, là, comme tu disais, je marchais, puis j'étais comme l'inconnu, 4 enfants, qu'est-ce que c'est? 4 enfants, tout le monde, tu cours. Elle dit, là, maintenant, quand je marche, Le regard des tout autres le a monde changé. me regarde. Mhm. Fait que moi, ça m'avait frappé parce que maintenant, je le réalise plus, mais quand c'est arrivé cette situation-là, je faisais comme, OK, wow, c'est quelque chose qui, Difficile. c'est difficile, là. De s'exposer là où avant on était comme masqué, inhibé. C'est d'énormes changements. Puis le système réagit pas toujours bien, hein. C'est-à-dire que tu sais, l'environnement, même le Mm. système Ouais. professionnel, la stigmatisation au travail avec l'obésité, elle est extrêmement importante. Et puis quand tu arrives, que tu changes, tu sais, les gens, les collègues de travail, réagissent Ouais. pas toujours bien à ça. Suite à ce que tu viens de parler, je ne veux pas qu'on revienne sur l'épisode précédent, on parlait un peu de ressources limitées. Alors, ma ressource, elle est limitée. Je la garde pour le avant l'opération ou le après l'opération? Ça, c'est une bonne question. J'irai le après. Et ma réponse, elle paraît comme ça très franche là, mais à nouveau, je le redis, je pense qu'on est plus à même de changer les choses si on nomme qu'il nous en faut avant et Ouais. après, là, et puis qu'on met Ouais, la pression, ouais. mais bon, j'ai un petit combat militant de le redire. Ouais. Pourquoi je te dis le après? Parce que par exemple, quand on parle des troubles alimentaires, quand on parle des enjeux psychiques, etc., on sait que l'apparition d'un trouble de novo, après une chirurgie bariatrique, est souvent un marqueur de mauvais pronostic. Tandis que les données de la littérature sur l'impact pré-chirurgie bariatrique de l'ensemble des troubles, elle est moins nette. Donc, à moyen constant, si je devais vraiment focaliser mon regard, je dirais, tu sais, le 1 à 3 mois post-chir est vraiment intéressant parce que des gens qui vont se mettre à développer des compulsions alimentaires, qui vont se développer des troubles de l'image de soi, qui vont se mettre à se restreindre, etc. Bah là, tu sais, il y a un gros warning. Et l'autre grosse étape, je dirais, c'est le 12, 18, OK. 24 mois, là, quand il y a la fin de cette lune de miel et que les choses peuvent apparaître. Mais aussi, parce que moi, tu vois, je te relance la balle parce que j'aurais eu tendance à dire que moi, le premier mois ou deux, le patient est en post-opératoire, il a Ouais. mal au cœur, il ne mange pas. Moi, dans ma tête, c'était pas le moment de faire l'intervention. On est juste en train de le réassurer par rapport Ouais. à sa cicatrisation. Ça a bien été, il n'y a pas eu de complications. Il y a encore un peu de la difficulté. Un peu, Mais moi, souvent, ça adaptait à de la Ouais, nourriture, ouais. mal au cœur, Mais là, je te parle pas de nausée. faire de l'intervention. OK. En plus, vous l'avez beaucoup expliqué avec Evelyne, là, tu sais, quand l'estomac est cicatriciel, que c'est difficile. Les patients qui vont forcer parce qu'ils ont comme des pertes de Ouais. contrôle, ça, c'est quand même inquiétant. C'est-à-dire qu'ils sont capables, parce qu'ils sont capables. Si la maladie est telle qu'elle va au-delà de la douleur pour amener un accès perfect, tu sais, c'est un gros warning. Les patients qui, un mois après chirurgie, te disent, ouais, mais j'ai pas perdu mes 20, 30, 40, 50 livres. Écoute, non, c'est pas. Tu vois, là, et c'est pour ça que je te dis, c'est une période où, quand il y a un signe qui pop durant cette période-là, il doit vraiment nous alerter. Un patient qui se remet à fumer, qui se remet à consommer de l'alcool, on va parler du risque d'alcool, Ouais. c'est 8% des patients qui développent de nouveau des troubles de l'usage de l'alcool après une chirurgie bariatrique. C'est énorme, 8% juste pour l'alcool. Je te parle même pas des opioïdes et tout le reste, là. Donc, l'apparition très tôt comme ça, c'est vraiment alarmant. Et ils font ça pour compenser quoi à ce moment-là? Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'ils font ça pour compenser ou est-ce qu'il y a une fragilité qui est démasquée parce qu'ils rencontrent un alcool qui Tu s'absorbe vois, 2 je suis pas fois plus vite, 2 psychiatre. fois plus fort? Non, mais c'est vraiment intéressant. Il y a 2 choses. Il y a OK. un modèle de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on a tous une espèce de prédisposition génétique à développer une maladie. On utilise beaucoup ce modèle-là en psychiatrie pour la schizophrénie ou d'autres troubles, mais l'idée c'est qu'on n'a pas tous le même potentiel à rencontrer la maladie dans notre vie. Donc tu as une haute vulnérabilité, puis tu sais, il t'arrive rien dans ton existence, en tout cas pas de consommation, pas d'événements traumatiques, tu passes sous les radars un peu, mais tu sais, tu vas jamais être malade. Puis tu peux avoir une haute vulnérabilité et puis un jour que quelqu'un passe la lumière devant toi, tu un mini accident, là, rien de grave, mais tu sais, l'impact psychique soit suffisamment pour déclencher un trouble. C'est juste, à nouveau, je simplifie le modèle, Ouais, mais ouais. à l'inverse, tu peux avoir une très faible vulnérabilité, puis enchaîner les événements. Tu sais, tu consommes du cannabis, tu rencontres une drogue hallucinogène, tu as un événement traumatique majeur, etc., etc. Et puis, même avec ta faible vulnérabilité, bah, finalement, tu vas rencontrer la maladie. Donc, euh, cette question de la vulnérabilité est importante, et puis je me suis égaré, je ne sais plus pourquoi on parlait de ça, voilà. Ben, parce qu'on parlait de. Tantôt, tu as parlé des problèmes d'alcool et Oui, c'est plus, ça. mais Et donc, c'est ça, merci. Donc, tu sais, tu peux avoir finalement une vulnérabilité, et puis tu n'avais jamais rencontré l'effet soulagement de l'alcool que tu vas découvrir de façon incroyable après le bypass ou la chirurgie, parce que c'est vraiment incroyable, incroyablement dense, hein, je veux dire, c'est pas forcément très agréable. Donc, tu sais, tu vas peut-être déclencher cette vulnérabilité-là.
Puis l'autre chose, c'est une autre théorie qui s'appelle, en anglais, le titre c'est Filling the Void, remplir le vide. Là, c'est Yoder qui a écrit ça il y a quelques années, qui dit peut-être qu'en dessous de l'obésité, tu as une problématique psychique non résolue, quelque chose qui traînait là, puis tu l'as géré avec plein de petits mécanismes, une cigarette de temps en temps, un peu de sucre, de gras, et puis un peu de variation émotionnelle, et puis toute une série de petits comportements qui stabilisaient, mais quand même quelques comportements autour de la nourriture, de la cigarette, de l'alcool. Et puis tu bénéficies de ta chirurgie, tu fumes plus, tu bois plus parce qu'on t'a dit que c'était dangereux, puis tu l'as compris. Tu peux plus avoir tes cravings alimentaires aussi intenses ou tes pertes de contrôle parce que tu files pas bien. Du coup, qu'est-ce qui te reste? Donc, va se mettre en place ce qu'on appelle la substitution comportementale, c'est-à-dire que comme ce problème n'est pas résolu, tu vas remplacer tes comportements par d'autres comportements. L'alcool est à nouveau un moyen de répondre à ça. Et donc, ça va au fur et à mesure devenir de plus en plus la solution. Le cerveau, il est assez efficace dans sa construction, et quand il trouve une solution efficace, il va la reproduire. Il regarde. Il aime ça. Plus la solution est simple, plus elle est efficace, plus il va la répéter. Donc là, on crée comme une espèce de façon de gérer le problème en dessous. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette théorie, elle va aussi de facto avec un élément, on en a parlé un petit peu depuis le début là, mais qui est la lune de miel. Vous savez, cette période-là, pendant quelques mois après la chirurgie, où tout va bien, l'humeur est bonne, on perd du poids, les comportements alimentaires sont comme simplement normalisés, les préférences alimentaires, le goût change. On est comme une période de bien. Et puis, c'est lune de miel. Ouais, la lune de miel. Et puis on sait qu'il y a 12-18 mois après, là, les comportements alimentaires. Et puis c'est vraiment typique en consultation, les gens vont le dire. Ça a réapparu quand? Puis souvent, moi, quand je veux bluffer un peu, là, je fais arrêter le gars intelligent. Je leur dis, un an et demi après, là. Ils me disent, ouais. C'est toujours ça. Ouais. Donc, en plus, tu parais pour un gars brillant qui sait de quoi il parle, c'est comme génial. Mais tu sais, je leur dis, mais en fait, c'est que vous n'êtes pas seul, c'est normal, etc. Donc, on discute de ça. Mais donc, tu vois, cette lune de miel, elle entretient l'illusion que tout va fonctionner très bien avec tes nouveaux mécanismes. Et puis, d'un coup, tu te retrouves de nouveau à tout reprendre en pleine face. Donc là, tu comprends que tu vas précipiter dans la solution que tu as trouvée d'efficace. Ouais. Mais quand je t'écoute, Sylvain, puis je reviens un peu aux épisodes avec Evelyne, tu sais, souvent, on vous fait voir de façon, entre guillemets, indépendante, parce qu'il y a un suivi, mettons, quand on est chanceux et nutritionnel. Les deux sont Si on est interreliés. ultra chanceux, il y a un suivi psychologique, mais j'écoute ça, je dis, voyons donc, il faudrait quasiment que les deux soient quasiment pas ensemble, mais il y a un lien entre le choix alimentaire et qu'est-ce qui a fait que le patient, entre guillemets, a déraillé, puis il prend un mauvais comportement. Ça devient compliqué de savoir qu'est-ce qui était fait de mal. Non seulement c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui a causé l'un ou l'autre et puis d'où viennent les choses, puis en plus c'est compliqué de savoir où intervenir parce que c'est pas toujours besoin d'aller intervenir sur ce qui a créé. Tu sais, quand tu as une difficulté psychique sous-jacente, là, on disait par exemple que tu as développé un trouble alimentaire, mais que ça ait comme été évolué, travaillé, puis que le trouble alimentaire est maintenu pour tout à fait autre chose, un TDA non traité, une difficulté de stress professionnel, etc. Mais tu sais, aller reparler des agressions que tu as eues dans l'enfance, là, ça sert à rien, c'est pas forcément le moment. Donc, on a vraiment besoin d'une approche conjointe. Moi, je suis convaincu qu'il faut qu'on travaille tous autour de la même table. Là, je te mets dans un autre... Excuse-moi, t'as-tu une question? Vas-y. Bon, ça peut aller après. OK. On s'en va sur un autre territoire. C'est probablement une mauvaise perception de moi ou du chirurgien, mais j'ai comme l'impression que les patients qui sont sur des antidépresseurs de façon régulière depuis plusieurs années, j'ai comme l'impression, quand je regarde, pas de statistiques, qui ont des moins bons résultats à chirurgie égale, départ égal. Est-ce que c'est moi qui rêve ça ou j'ai une mauvaise perception? Tu sais que c'est une excellente question. J'ai jamais regardé la littérature là-dessus. Je suis en train de me dire, là, quand tu me poses la question, que j'ai jamais regardé si la présence d'un antidépresseur était corrélée à une moins bonne perte de poids. J'en ai aucune idée. C'est vraiment intéressant. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la plupart de nos molécules psychotropes vont augmenter le poids et surtout augmenter le risque cardio-métabolique. Donc, c'est pas forcément exclu que ça ait un impact. Ou un ralentisseur de métabolisme, c'est quelqu'un qui va apaiser. Souvent, mais moi, c'est mon explication de néophyte, parce que moi, c'est ma perception. Je ne sais pas, toi, Alex, non, mais moi, là, en tout cas, je l'intègre tout simplement en me disant que ces médicaments-là sont obésogènes, donc c'est une prise de plus au bâton en commençant. C'est un élément de... C'est déjà une maladie chronique, c'est déjà pas facile d'être capable de manger intelligemment, c'est plus cher de manger des choses... C'est pas toujours facile de faire de l'activité physique quand on pèse, quand on souffre de cette maladie chronique-là. Donc, d'ajouter en plus, en guillemets, on peut aller loin, là, quelqu'un qui serait sur clozapine. Ça perd du poids sur clozapine. Mais il n'y a pas d'études là-dessus. On va en faire une. Au-delà, mais au-delà de la perte de poids et puis de la clozapine, là, c'est un exemple extrême. Non, mais la clozapine est un exemple extrême, mais ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans la pratique médicale de première ligne et du traitement de la dépression, c'est un antidépresseur
et une molécule antipsychotique pour potentialiser l'antidépresseur. Ça se fait énormément, c'est comme le combo très à la mode là et puis, ça a beaucoup été, parce qu'en fait, le traitement antipsychotique qu'on rajoute, le brexpiprazole ou l'aripiprazole pour nommer que, vont, venir potentialiser donc le traitement antidépresseur et puis agir sur ce qu'on appelle la boulie, donc cette perte d'énergie. Puis c'est une solution très efficace. Tu sais, l'intérêt de laisser ça sur le long terme, Ah ouais, je comprends ce que clairement tu veux pas dire. là. Ouais. Pareil, ce qu'on constate énormément, puis moi je passe beaucoup de temps à déprescrire, c'est des gens qui ont eu un épisode dépressif, tu sais, en plus réactionnel, Mhm. d'intensité modérée, là, écoute, ils ont encore leur traitement antidépresseur 5, 10, 15 ans Ouais, après. Il n'y a aucune indication à ça. Aucune, je comprends. aucune. Et alors, laisser un antipsychotique en plus en potentialisation, aucune. OK, La attends, là. kétiapine Mais, pour dormir, oui, ouais, ça a l'indication, oui, c'est bien, mais les risques cardiométaboliques de ce type de traitement sur le long cours ne valent pas qu'on maintienne un traitement comme ça sur le sommeil. Il y a d'autres alternatives aujourd'hui. Et donc, repenser la prescription des molécules obésogènes, puis c'est ce qu'on disait dans le traitement, est important. Et puis surtout en post-chir, et ça va me permettre de rebondir sur le post-chir si tu me oui, permets. vas-y. On sait que quand même, le profil d'humeur va s'améliorer chez la plupart de nos patients. OK. Tu sais, on a quand même l'idée que 90% des patients après une chirurgie bariatrique, jusqu'à 7 ans après, là, vont avoir un moral stable dans le bon ou amélioré. Mhm. Donc, tu sais, il y a un 10% qui va soit se maintenir bas, Ouais. soit s'aggraver, soit partir de haut et bas. Mais c'est pas la Mais donc, majorité, là. la majorité vont s'améliorer. Donc, c'est les moments aussi de repenser la place du traitement. Mais l'affaire, c'est que tu comprends que je vais te mettre dans ma perspective. C'est que c'est de la psychologie à Saint-Saëns, n'étant pas psychologue ni psychiatre. C'est quand le patient est devant toi et qu'on constate que la perte de poids est moins bonne Mhm. que le patient, qu'est-ce qu'il fait? Se culpabilise. Hein? Il dit, c'est de ma faute, nanana. Et moi, comme toi, comme bon docteur, on veut juste, mais on n'a pas les outils psychologiques, on fait juste, là, ma première affaire que je regarde, vous avez des antidépresseurs? Ben oui. Ben, ça l'aide pas. Donc, je fais juste essayer de baisser pas l'anxiété, mais la mauvaise perception que le patient a eu par rapport à ses résultats. Mais l'affaire, c'est que je n'ai pas de preuve que c'est vrai, mais Non. c'est une impression clinique que j'ai. Ça fait quand même 28 ans que je fais la chirurgie bariatrique, que je le vois ça, puis ça me sort. Ça l'est pas, puis tu sais pas si c'est parce que c'est un enjeu psychique qui n'a pas été résolu. Est-ce que c'est pas un TDA maltraité? Mais c'est ça, j'allais dire, c'est ça, t'es Non, mais tantôt, tu en as parlé. Non, mais c'est ça. Fait que- Est-ce que c'est pas autre chose? Et puis clairement, et c'est là où, pour le coup, quand tu me disais un moyen constant, où est-ce qu'on met les moyens? Ouais, Ben, tu sais, là. Ah ouais. c'est. Non, Ouais. mais. Ah, celle-là, moi, ça m'a Tu n'avais pas vu surpris. venir, celle-là? Non. Excuse-moi. Non, c'est parfait. Tu as fait un petit Quand, bug. quand je te disais le post-chir est important, je pense Non, que mais- c'est ça qu'il faut qu'on repère. C'est Ouais. là où on peut mettre des moyens. Le prêt est très important. Mais, tu sais, à nouveau, là, tu m'as posé une équation Ouais. avec laquelle je suis pas d'accord. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Tu sais, mais le poste. Mais c'est parce que c'est notre réalité. On est dans un Mais système qui est limité, on s'entend. Et on est souvent pris dans des postes de, pas de contrôle, mais de décision. Puis à un moment donné, il faut que tu en temps en ligne. Ouais. Puis tu vois, on a eu la même discussion avec Evelyne aussi. Moi, je me souviens de la question qu'on y avait posée, à savoir qu'est-ce qui est le plus important. Tu sais, la question facile, le pré ou le poste. Mais elle, c'était, oui, mais il faut que j'accompagne le patient avant pour le préparer à modifier ses habitudes. Là, tu vois, c'est le truc que j'avais pas bien réalisé avant. Fait que c'est Mais- ça que je te relançais. Là, finalement, c'était la même question. Tu sais, maintenant, je te dirais, si tu me permets encore d'aller plus loin dans la Ouais, réponse, vas-y, si vas-y. j'ai le droit à une ou une série de consultations psychiatriques par patient, où est-ce que tu la places? Ouais. Ben, tu sais, je dirais ceux avec des antécédents, des situations aiguës critiques, ou quelque chose qui te laisse penser qu'il y a beaucoup de contrôle, beaucoup d'inquiétude autour du poids cible, etc. Mais là, avant, tu sais. Ouais. Ce Puis patient-là, pour c'est tous en les amont. autres, et c'est probablement la majorité des patients, à la rigueur, mets-le plutôt après. D'où un questionnaire assez de flaguer Ouais. celui qui aurait T'as besoin. compris ma démarche? Ben, c'est sûr que Mais c'est on là fait qu'il un faut peu aller. la même chose en nutrition, quand tu Ben y oui. penses. Oui, Même genre de principe. mais c'est parce que moi, je suis convaincu, en écoutant Sylvain depuis le début de la soirée, que l'impact de l'approche psychologique, psychiatrique est archi importante. Et toi et moi, comme chirurgiens, nous ne sommes que des chirurgiens. Tu sais. Est-ce que tu réalises de penser qu'on peut rejoindre des services de psychiatrie? Puis là, on s'entend, là, je dis psychiatrie, mais c'est juste parce qu'il n'y en a pas de psychologue dans le public, ou presque pas. Là. Fait que si moi, je veux offrir une alternative prise en charge par l'État à mes patients, c'est quoi j'ai-tu une chance de rejoindre un psychiatre ou ils sont tellement débordés si je demande des consultations? Si j'identifie le bon Ouais. patient en post-op Ok. que tu me dis, là. Déjà, dépendamment de la région où tu es, etc., c'est compliqué. Là, par Ouais. exemple, Suisse Capitale Nationale, là, quand tu veux faire une demande de consultation psychiatrique en tant que médecin spécialiste, c'est comme pas tout à fait Ouais, autorisé. ouais. Alors, tu sais, c'est comme, il y a des enjeux en fonction de chaque région. Mais à nouveau,
tout le monde n'a pas besoin d'être psychiatrisé. Puis il existe des belles ressources de première ligne. Un patient que tu vois en consultation 6, 8, 10 mois après une chirurgie, là tu le vois à 1 an. Et puis tu sens que son bilan n'est pas très bon, que le patient est un peu anxieux. Je suis d'accord que c'est pas ta job là, d'aller faire une psychothérapie pour l'anxiété. Par contre, tu peux prendre le petit formulaire de référence au CLSC, la groupe trouble anxieux. Le patient peut même s'auto-référer dans la plupart des CLSC. Écoute, c'est une solution de première ligne qui est hyper efficace. Elle n'a pas besoin d'être spécialisée. Donc la question aussi qui peut être intéressante à poser pour vous, c'est est-ce que cette difficulté-là que vous rencontrez, vous avez l'impression qu'elle est liée à votre chirurgie bariatrique? Et puis là, ça peut relever d'une expertise spécialisée, peut-être plus comme la mienne. Ou est-ce que finalement, elle existerait même si vous n'aviez pas eu la chirurgie? Le problème, moi, je parle pour moi, j'ai pas ton expertise de sentir. On a les grands mots. Le mot confiance en soi, je peux imaginer que le patient, des fois, il en manque. Self-esteem, des fois, je peux comprendre. Puis il en manque. La dépression, si le patient prend des antidépresseurs, je peux comprendre qu'il y a un état dépressif ou il est en dépression. Pour le reste, moi, remplir la feuille, je ne suis pas sûr que je l'enverrai à la bonne place. Et deuxièmement, je ne vois pas, malheureusement, je lance un petit peu de boîte de votre côté, c'est que je ne sens pas de l'intérêt en psychiatrie. Je ne le vois pas. Comme je te dis, nous, on est un gros centre de psychiatrie. On a un psychiatre qui est super bon, mais qui assiste qu'à nos réunions de discussion de cas complexes. Une fois par mois, on se fait 5-6 cas compliqués. Il est là. Puis il y a des cas qui vont y être directement adressés. Il y a des cas vraiment qui nécessitent. Puis il va le dire spontanément, lui, ça va me faire plaisir de le voir parce qu'il pose des questions. Là, tu vois là, qu'il participe. C'est le seul. La journée que lui n'est plus là. Moi, je suis un optimiste. Ouais, ça fait effet goutte d'eau. Puis on a très. Mais tu sais, moi, je le vois là, quand j'ai commencé à arriver au Québec. Et puis même quand je suis parti de la France, il y a de plus en plus de psychiatres qui s'y intéressent. On n'était pas très nombreux au début. Là. Une petite mais tu sais, je le vois là au Québec de plus en plus avec mes collègues. Là, on crée au prochain congrès de la MPQ, par exemple, ils m'ont invité à faire une conférence sur l'obésité en santé mentale, les prises en charge. Donc je vais intervenir avec Émilie Vigneault, qui est une IPS qui travaille en médecine bariatrique, justement. Donc tu sais, ça percole dans le milieu de plus en plus. Mais je peux pas te dire qu'au dernier congrès de la RPQ, de la réhabilitation, j'étais seul. Il y avait 10 personnes qui sont venues à ma conférence. J'étais comme frustré là parce que je parlais de l'obésité et de la stigmatisation. Tu étais passionné, puis il n'y avait personne dans l'audience. Mais c'est pas pour autant qu'on lâche là. Et puis je trouve que ça, c'est ça. Au fur et à mesure, ça percole. Là, ça prend du temps. Mais aussi, comme tu le dis si bien, le psychiatre que tu rencontres, quand tu vas lui parler d'un cas où il sent qu'il y a une pertinence à sa prise en charge, il va le faire. À aucun moment donné, on ne veut pas travailler ou on ne veut pas voir les patients. C'est aussi comment on communique entre nos disciplines. Puis on reboucle un peu sur cette idée-là. Tu prends un patient à post-chirurgie bariatrique qui est dénutri, puis tu suspectes fortement un trouble des conduites alimentaires. Et oui, ça va être compliqué de trouver une référence, mais à partir du moment où tu vas arriver, je pense, à parler au bon interlocuteur, puis ça, c'est toute la notion de travailler en organisation de soins territoriale. Et on va avoir de l'accompagnement qui va pouvoir se mettre en place. Et là, on s'entend, comme je te disais tantôt, nous, dans notre réunion multi, on est capable d'identifier le patient qui est vraiment là, qui a vraiment besoin du suivi en particulier. Mais ce que j'entends de toi, puis ce qui m'apparaît de plus en plus évident, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde qui ont besoin d'accompagnement, comme avec la nutritionniste. Et on n'a pas beaucoup de ressources de ce côté-là. C'est pour ça, tantôt, je t'ai tourné beaucoup autour de avant, après, puis on t'a mis un peu le fer dans... La réponse que je te donne, c'est que c'est pas forcément un accompagnement spécialisé, psychiatrie, chirurgie bariatrique. Non, mais tu sais, comme mettons, tu parlais des ressources en CLSC, c'est pas complètement fou, là. Il faudrait qu'on regarde un peu, chacun de notre côté, mais après, nos patients viennent un peu partout, mais peut-être qu'on... C'est pas dans nos habitudes non plus, hein. C'est ça. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? On n'est pas... Moi, je le ferais, comme je t'ai dit tantôt, je reviens sur ce que j'ai dit, je le vis, parce que c'est dans notre CIUS. Tout patient qui rentre à l'intérieur de l'hôpital, peu importe la problématique, s'ils pensent qu'ils doivent nous parler à mon équipe, à notre infirmière, la communication se fait. Tous ceux patients qui circulent autour de l'hôpital à une distance de moins de 2 km, t'en entends jamais parler. Moi, les deux bras me tombent à terre quand j'entends ça que... Non, mais appelez le numéro... c'est pas compliqué, mais tu sais, ça, souvent, c'est des conversations médecin-médecin ou médecin-nutrition dans une équipe de bariatrique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas habitué comme chirurgien à fouiller les ressources communautaires ou de... Tu comprends ce que je veux dire? T'as raison. Tandis qu'en santé mentale, ça fait partie des solutions plus... Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste ça me fait réfléchir à ce bout-là. Oui, mais c'est ça. On va avoir un vrai travail de communication, puis on ne veut pas que les chirurgiens deviennent des psychiatres et les psychiatres des chirurgiens. Moi, je suis sûr qu'il n'y a aucun patient qui veut que ce soit moi qui l'opère. Mais non, c'est ça. Mais
C'est ça, qu'on soit capable à un moment donné d'identifier les éléments de langage qui permettent l'orientation, Ouais. ça, c'est de la job. Et souvent, les patients, en fait, vont nous les donner. Il faut juste, tu le dis, puis tu dis, je suis pas psychiatre, mais je suis sûr que tu repères les patients qui vont pas bien. Non, mais T'as c'est cette ça, sensibilité-là. mais ça, je suis sûr que tu le fais. On le fait pas bien parce qu'on n'est pas formé Mais là, pour ça. on les repère, Ouais. on sent la fragilité, on parfait. sent les éléments, mais on essaie de donner. Je suis pas capable de conseiller Regarde, le patient. Je vais changer la perspective. Est-ce que OK? tu le nommes déjà? Hein? Je challenge, mais rien que le fait de dire, écoutez, je sens que ça va pas très bien. Ouais. Est-ce que c'est un Quand- mauvais feeling que j'ai ou est-ce que quand- c'est une réalité? Vu que c'est pas ma compétence, quand je sens qu'il y a une ouverture, puis que le patient, il partage, comme je reviens à la patiente qui était sur le bord de divorcer, Mhm. et là, à un moment donné, là, j'ai fermé la porte. Tu sais, j'ai dit, écoutez, je suis tout sauf un consultant matrimonial, mais tu comprends? J'ai peut-être pas pris la bonne approche à ce moment-là, OK? Parce que j'ai fermé la porte parce que je savais pas comment dealer avec ça. Et moi, la manière dont je vois ça, là, c'est qu'on travaille dans notre cadre facile à comprendre de chirurgien, OK? Ouais. Et quand on sort de cette boîte-là, puis qu'on s'en va, mettons, dans les problématiques de santé mentale, ou ça ne peut pas nécessairement dire que c'est une problématique, ça pourrait être quelque chose d'être juste validé, que c'est normal de se sentir comme ça. Bon. Mais c'est que là, on ouvre le bouchon d'espèce de boîte de Pandore, là, puis là, tout ce qu'on entend, c'est... Là, des fois, ils vendent vraiment très, très fort. Fait qu'on est obligé de faire comme clac parce qu'on a des patients en 10-15 minutes puis on se sent mal de le faire, mais on le fait. Ouais. Des fois, ils vendent pas si fort que ça puis on est capable quand même de donner certains Non, mais conseils. écoute, c'est des skills qu'il faut qu'on développe. Mais il y a pas de regarde, bonne réponse. regarde par rapport à ça, tu sais. On fait un podcast puis on veut faire 2 épisodes sur la psychologie, sur la santé mentale. Je pense que ça démontre quand est-ce que tu as vu un psychiatre sur un podcast d'orthopédie? Là, tu sais? Mettons, c'est rien contre les orthopédistes. Non, mais on reconnaît qu'on travaille avec nos limitations dans un contexte. Puis... Mais il y a une composante, puis je suis content d'entendre Sylvain en parler, parce que, tu sais, moi, c'était mes stigmates. J'ai mes perceptions quand je vois les patients. Il y a des gens qui ont différentes pathologies, mais Sylvain vient de démontrer qu'il y a quand même plusieurs éléments sur lesquels on peut travailler, Oui, c'est ça. dans le pré, dans le post-opératoire. Et ça fait partie de notre traitement, de notre réussite, parce que nous, on est des chirurgiens qui aiment ça réussir, mais au bout du compte, il y a un gros facteur que tu as ni le contrôle, que j'ai pas le contrôle. Fait que... C'est parce que nous, on est habitué d'avoir un résultat, puis d'avoir une situation problématique, puis de se fermer les yeux, faire notre affaire. Puis là, on se réouvre les yeux, puis on voit le patient dans le bureau, on a réglé l'affaire. Mais tu sais, c'est pas toujours comme ça à tous les niveaux. Mais je peux survenir avec ma question. Vas-y, ta question. C'est pas une question nécessairement difficile où on pourrait sûrement passer 3 heures là-dessus, mais anyway, je trouve que ça revient toujours en clinique, donc c'est pour ça que je la pose la question. OK, on s'entend-tu, la majorité, ça arrive aussi c'est pas spécifique aux femmes, là, mais la majorité de nos patients, c'est des patientes. Fait que, par rapport à l'accident de peau, là, okay, je veux pas qu'on reparle toute la reconstruction, mais on a parlé de Geneviève, mais on parle souvent aussi des changements de perception, mais souvent c'est le regard des autres, mais il y a le regard des autres dans la rue habillés, puis après ça, il y a les patients qui se sentent extrêmement vulnérables dans leur intimité à cause de l'accident de peau, puis que là, ils sont peut-être corrects comme ça, mais dans l'intimité, là, c'est un gros problème. Fait que c'est comment qu'on aborde ces situations-là, puis qu'est-ce qu'on pourrait suggérer aux patients, patientes, beaucoup évidemment, pour essayer de peut-être travailler d'une bonne façon à ce niveau-là. Et surtout que tu as des patientes ou patients qui étaient beaucoup plus à l'aise dans leur sexualité avec leur excès de poids qu'avec leur excès de peau. C'est pour ça que je pose la question. Et ça, c'est un gros enjeu. Et là, on se retrouve face à des situations difficiles où, en plus, comme on n'arrive pas à accéder à la chirurgie plastique, reconstruction, on est comme en grande difficulté. À nouveau, il y a toutes les thérapies de couple qui peuvent aider, la sexothérapie, puis c'est une réalité qu'on ne peut pas dénier aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as ta billet de peau qui pend au-dessus de ton pubis, avoir une sexualité, c'est beaucoup plus compliqué, puis c'est bien normal d'être déçu. Donc, moi, je ne suis pas forcément très à l'aise là pour donner une sexothérapie, mais par contre, je vais le mot anglais qui vient là, mais je vais le reconnaître, je vais le valider en disant, j'imagine à quel point ça doit être difficile. Puis après, c'est ça, il y a des thérapies où on va travailler sur la créativité. En sexothérapie, on va travailler sur les autres façons, justement, de développer une sexualité, une intimité, etc. Mais je pense juste de reconnaître qu'à un moment donné, oui, malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, que ça puisse être autant impactant. Mais là aussi, on peut en parler avant. Là, tu vois, Alex, ta question est super bonne, parce que ça m'amène sur la question crunchy. J'en avais une, c'est sûr que tu sais, généralement, j'essaie d'en garder une par épisode. Chirurgie bariatrique et suicide. Mythe ou réalité? Réalité. Tu veux que j'aille plus loin, là? Les études... ça, silence. Les études
là aussi, hein, la Mm. littérature, elle n'est pas non plus si abondante que ça dans le sujet, mais Ouais. l'idée, c'est que le risque serait multiplié par 2 par rapport à la population générale. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, etc. C'est encore une grosse zone de flou, on n'a pas suffisamment de données. Dans les facteurs qui émergent, Mhm. il y a le fait que les attentes étaient disproportionnées par rapport aux réponses. Il y a le fait d'avoir aussi beaucoup voulu changer, puis ça, c'est une observation plus personnelle, là, d'avoir beaucoup voulu perdre du poids ou accéder à la chirurgie parce que, comment dire? Parce qu'on y était comme contraint, contraint par l'autre, contraint par une maladie, hein, tu sais, Mhm. les pertes de poids, les chirurgies pré-transplant, et cetera, tu sais. Ouais. Je dis pas qu'ils se suicident plus, mais c'est des facteurs qui viennent ce sentiment-là de pas avoir eu le choix, de se faire imposer, tu sais, du coup, ça va amener beaucoup plus de déception. Après, il y a peut-être des domaines plus biologiques aussi en dessous qu'on identifie encore mal, mais oui, en tout cas, le risque est plus élevé. Mais ce que Ce balado j'entends, est qui disponible me sur surprend toutes les un peu, plateformes audio c'est une et notion que nous, suivez-nous sur on notre chaîne connaissait un YouTube peu, et on avait Facebook. déjà entendu parler, mais je suis surpris de t'entendre qu'il n'y a pas beaucoup de littérature. Moi, je pensais que à ce soir, tu m'arrivais avec un livre de recettes, là. N'importe ok. quoi. Tel patient, la couleur des yeux, c'est comme ça, tel âge, tel antécédent. Il y a un risque, tu sais. On est comme ça, nous, on est plus en mode Ah ouais. En tu sais, fait, algorithme. mais oui, mais c'est hyper intéressant. On est en mode algorithme, mais pour autant, il n'y en a pas un seul qui prépare la chirurgie de la même façon avec la diète liquide. Ouais, ouais. Ouais. Tu sais, donc, oui, on est censé être dans une mode médecine algorithmique, là, mais on voit que quand on vient à la chirurgie bariatrique, pas qu'en psychiatrie, Ah. l'evidence base, là, les données probantes, Ouais. elles sont pas si élevées que ça et Ouais. pas synonymes. Et pourtant, à chaque fois que j'ouvre mon PubMed et que je fais la littérature, j'ai le vertige. Là. Je me dis que je suis incompétent, que je serais incapable de lire la littérature, qu'il y en a trop, et ça me donne envie de rentrer chez moi, de me coucher, de dire j'arrête. Donc, oui, il y a beaucoup d'études, mais quand tu prends vraiment des grosses études structurées, Ouais. des gros essais contrôlés randomisés, des grosses analyses de prédictions génétiques, on va commencer à manquer un petit peu de ces études d'ampleur-là. Pourquoi? Probablement parce que c'est sous-financé, la recherche dans le domaine. Pourquoi? Probablement parce qu'il y a aussi beaucoup de biais implicites de stigmatisation malgré tout là-dedans. C'est comme pas quelque chose qu'on veut aller financer. Donc, tu sais, mais ça, là, ça devient des opinions. Hein. Ça Ouais, je pousse des comprends. opinions à moi, là. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de papiers qui sortent, mais des consensus Mais, scientifiques, il n'y en a pas tant mais que tu ça. sais, je veux dire, je prends un pays, exemple, comme les pays scandinaves qui ont des registres Ouais. nationaux obligatoires. Là, OK? Moi, je me dis, il y a sûrement quelqu'un, un étudiant en PhD, qui pourra faire une sortie de. Tu prends 10 000 patients qui ont été opérés, qui ont été suivis pendant 15 ans, 20 ans, tu étais capable de trouver leur taux de. C'est ça. Puis de l'autre côté, comparer avec un groupe contrôle, parce que dans leur base de données, ils sont capables quand même de faire. J'ai juste surpris. Tu sais, moi, c'est pas ma Mais littérature. là, du coup, là, on sait que le risque suicidaire est multiplié par Ouais, 2, c'est là qu'on le que sait. C'est la là qu'on le présence sait. d'un antécédent Ouais. d'addiction, etc. Par exemple, Oui. ça aussi, c'est hyper intéressant. On n'a pas parlé dans le pré, mais la présence d'un antécédent de troubles de l'usage des substances, des consommations Ouais. occasionnelle soutenue ou consommation régulière, est associée à un risque de morbimortalité plus élevé post-chirurgie bariatrique, mais pas que morbimortalité psychiatrique, là. Hein, on parle de tout confondu. Toute complication, ouais. Donc, Ouais, oui, ces ouais. données-là, on arrive à les avoir. Ce que je veux dire, c'est que arriver à identifier les mécanismes exacts, etc., ou aboutir à des consensus type guideline, etc., ben, Ouais. là, il y a encore, je trouve, un manque qui existe aujourd'hui. Et dans les autres facteurs de suicide, ça m'amène à te parler d'un truc dont j'avais envie de parler, là, puis il y a comme 2 autres choses. Oui, vas-y. La première, c'est ce qu'on appelle la théorie de la cognition incarnée de Damasio. Moi, j'adore cette théorie. Ton cerveau, quand il enregistre un souvenir, il l'enregistre tant du point de vue de la mémoire, de la pensée, que de l'émotion, que du corps. Le ressenti corporel est enregistré dans ton souvenir. Si tu repenses à la dernière fois que tu t'es énervé, tu vas voir que tu vas te mettre en tension, là, tes épaules vont se relever. Tu sais. Donc le souvenir, il va emmagasiner tout ça. Et donc cette théorie de la cognition incarnée nous amène à penser, par exemple, qu'après, quand on a une perte de poids, il y a des moments où on va retomber sur un corps qui peut être justement un corps qui a mémorisé un souvenir difficile. C'est pas forcément un traumatisme, type agression ou autre, là. Hein, ça peut être n'importe quoi d'émotionnel, un moment de dépression, un moment où justement peut-être il y a eu des pensées suicidaires, etc. Et moi je me demande, là c'est vraiment une question personnelle, si par cette perte de poids, à des moments donnés, on ne vient pas réactiver comme ça ces cognitions, souvenirs qui associent émotion, pensée et vécu corporel. Donc, tu sais, on a encore beaucoup à découvrir. OK. Et puis, Deuxième. l'autre point, puis si on a encore 5 minutes, puis je voudrais vraiment en parler, c'est, Oui, vas-y. je l'ai cité depuis le début, là, c'est les troubles alimentaires post-chirurgie bariatrique. Puis, on a parlé un petit peu de l'apparition d'accès hyperphagique post-chirurgie, Ouais. mais on n'a pas parlé de l'anorexie mentale et de la dénutrition post-chir. Et puis ça, je pense que c'est important. Là. Vas-y. On en parlait un petit peu, on arrive à un moment donné à être 20-30 ans après certaines chirurgies, puis on a des patients qui sont dénutris, et puis on ne sait pas quoi faire. Là. Puis moi, il arrive, hein, on en a de plus en plus, la post-DBP, Ouais. mais pas que DBP. Puis je trouve qu'on identifie mal ces patients-là. Et puis, c'est partout pareil. Là, en France, on avait la même discussion. On a fait des petites vidéos pour la France aussi, parce qu'on n'a pas de recommandations claires pour les repérer. Puis je pense qu'en enjeu, et là où le travail de collaboration est incroyable entre les chirurgiens et les psychiatres, justement,
c'est d'arriver à faire la différence entre un patient qui va déclencher des douleurs post-opératoires, qui va se mettre à éviter l'alimentation parce que c'est algique, puis c'est bien normal, tu sais, enfin, je veux dire, il a mal, quoi. Tu sais, on va pas le traiter d'anorexique mentale, là. Puis je dis traiter parce qu'il y a beaucoup de stigmatisation hein, quand on nous les adresse pour ça, là. Donc, tu sais, il faut faire la différence entre une anorexie secondaire à des douleurs. Ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est des anorexies, des restrictions alimentaires volontaires qui sont secondaires à des anxiétés ou des phobies liées à la douleur. J'explique. Patient qui a mal, qui fait des dumpings, tu sais, il va se mettre à restreindre certains aliments parce qu'il sait que ça génère, tu sais, des douleurs ou de l'inconfort. C'est ça. Mais ce conditionnement-là, il va devenir anxieux, phobique, ce qui fait que l'alimentation va se restreindre de plus en plus. Et chez l'enfant, on appelle ça l'ARFID. C'est vraiment un trouble d'évitement alimentaire restrictif où finalement la quantité et la qualité des aliments va s'appauvrir et diminuer. Puis on va se retrouver avec des états de dénutrition extrêmement avancés. Ces patients ont toujours tendance à manger de la nourriture de moins bonne qualité. Et le traitement, ben oui, parce que là aussi, vous parliez des anneaux, là, je sais pas, l'épisode 2 ou 3, je ne sais plus, on est d'accord qu'on ne fait plus d'anneaux, mais à Lyon, on en fait beaucoup encore. Là. Écoute, les patients qui enrobent leur truc de mayonnaise pour que ça glisse, là, écoute, on en a. Donc ils se retrouvent à être obligés de manger des apports caloriques extrêmement importants pour supporter un passage douloureux qui amène à des comportements alimentaires. C'est difficile, là. Puis, donc, ce que je veux dire, c'est que là, on va avoir des patients qui vont se mettre à se restreindre par évitement phobique. Là, on comprend bien que la thérapie qu'on va mettre en place pour ça, c'est pas du tout la même qu'en cas de douleur ou qu'en cas d'anorexie mentale. Donc là, on a besoin d'avoir une approche ciblée sur la réintroduction alimentaire, la diversification, l'exposition avec prévention de la réponse, etc. Donc ça, c'est des trucs très thérapie cognitive et comportementale. C'est hyper spécialisé en post-opératoire. C'est là, moi, j'ai tout mon temps pour ça. Enfin, j'ai aussi mon temps pour les autres personnes. Là, c'est là où on a notre spécificité. Et puis, la dernière situation, c'est l'anorexie mentale post-chirurgie bariatrique. Écoute, des patients qui étaient boulimie nerveuse, mais qui ne l'ont pas déclaré au chirurgien, ou à qui on n'a pas posé la question. Parce que moi, je pose la question systématiquement. On parlait de ce que je demande dans mes consultations. Moi, je demande, est-ce que vous êtes déjà restreint de manger au point d'être en difficulté, d'avoir, etc., toujours un poids trop haut, ça vous est déjà arrivé de faire vomir pour contrôler l'autre poids? Et puis, les patients disent oui quand ça a été le cas. Donc, leur demander après, est-ce qu'il y avait un antécédent de trouble alimentaire, c'est intéressant de voir que justement va s'instaurer une vraie anorexie mentale, une vraie restriction alimentaire pour contrôler de plus en plus le poids, avec l'idée que le poids est jamais assez bas. Oui, il y en a post-chirurgie bariatrique, ces patients-là. Difficile de les repérer, difficile de savoir, on parlait de la science, là, d'où ça vient exactement. Il y a des articles qui ont montré que probablement le fait d'hypermastiquer après la cible, ça pouvait réactiver certaines zones cérébrales qu'on retrouvait activées dans l'anorexie mentale aussi. Donc là aussi, on a tout un champ de compréhension à avoir. Mais ce qui est essentiel, on n'est pas aujourd'hui en mesure de dire tel patient là avec une prise de sang, je sais qu'il va le développer. Par contre, patient qui se met à avoir une perte de poids trop rapide, qui se met à présenter une alimentation trop restrictive, qui se met à avoir justement des objectifs de poids ou des consultations régulières avec beaucoup d'insatisfaction, patient qu'on perd de vue brutalement. Mais tu sais, il y a peut-être un trigger, un déclencheur à avoir pour aller chercher ce qui se passe et se méfier justement d'un potentiel trouble alimentaire. Je ne sais pas qu'il faut dire que tout son nom, mais ça vaut le coup de poser les questions. Et puis, ce qu'on observe beaucoup, c'est ça. Comme je te disais, la douleur. C'est pour ça que je le redis là. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de douleur? Parce que, tu sais, on le sait là. Non, mais c'est une situation fréquente. Là. Mais oui. Et puis, dans les sleeves ambulatoires, là, quand les patients ils repartent chez eux et qu'ils ont des douleurs la nuit, oui, ils ont un numéro à appeler, etc. Mais des fois, ils sont seuls face à leur douleur. Ça les traumatise. Ils disent, oh mon Dieu, je ne veux plus jamais revivre ça. Alors que, tu sais, c'était pas une douleur qui menaçait leur pronostic vital ou quoi que ce soit. Et puis, il n'y avait pas besoin forcément de plus réagir comme ça d'un côté médical. Mais d'un côté psychique, c'est OK, j'avais peut-être bu ma première gorgée d'eau et puis c'est peut-être mal passé. Donc, c'est important qu'on puisse travailler. Mais ce qui est intéressant, Sylvain, avec toute ta présence ce soir, c'est qu'on se rend compte que tu as tout le spectre des possibilités de pathologie psychiatrique. C'est pour ça, s'il y a des psychiatres qui nous écoutent... Non, mais là, écoute, lui, il nous sort la finale là, avec l'anorexie mentale. Non, mais là, c'est là, OK, là, il vient nous casser. Là. Mais tu vois... Il faut qu'on arrive à repérer en fait, ces patients-là pour ne pas les laisser justement dans cette souffrance-là. Et puis, c'est là où on est tous ensemble là-dessus. Puis je pense que vraiment qu'on travaille maintenant. Je pense que c'est bon aussi pour toutes les équipes de nutrition, là, parce qu'on s'entend, les nutritionnistes passent plus de temps que nous autres par patient aussi. Puis le dépistage des troubles alimentaires en amont puis en aval est vraiment, vraiment important. Donc, de lever les drapeaux au bon moment, c'est ça. Écoute, tu ne veux pas envoyer voir le psy quelqu'un qui n'a pas besoin. Non, exactement. Écoute, Sylvain, ce fut fantastique. Que d'éléments appris ce soir. Ça fait juste me dire que tabarouette. Tu repasses à Montréal. Oui, c'est ça. Écoute, on va sûrement retrouver un sujet pour. Avec grand plaisir. Tu vas sûrement avoir une idée en tête, mais j'en ai trop. T'en as trop, ça, je sais. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille, je pense.
Nous, on a beaucoup de plaisir, Alex et moi, à faire les podcasts. Ouais, Mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand on utilise les rencontres, justement, avec des personnes comme toi, pour nous s'améliorer comme service de façon... Je pense qu'on a changé notre perspective. Ah oui, puis on évolue comme clinicien en faisant le podcast. Puis ça veut juste dire qu'il nous manque tellement d'affaires épouvantables. Écoutez, encore, Sylvain, un gros merci. Puis Alex, c'est la conclusion, mais c'est la conclusion de notre 10e podcast de la saison numéro 1. Puis, comme on a déjà dit, on ne répond pas sur Facebook les commentaires, mais quand les gens font des commentaires, quand c'est des choses qui sont pertinentes, qu'on peut rajouter un complément d'information, on le fait. Ou moi, je vais mettre ça dans une pierre dans la mare. Là, si vous avez des idées de sujets avec des invités que vous voudriez qu'on aborde, laissez-nous savoir. Parfait, ça. Excellent. Écoutez, bonne soirée à tout le monde. Puis, merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Merci. Ce balado est disponible sur toutes les plateformes audio et suivez-nous sur notre chaîne YouTube et Facebook.